Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Zemmour. Très rapidement. Interview de Éric Zemmour, le censuré, sur CNews, où Laurence Ferrari lui a posé quand même enfin la question de savoir est-ce qu'il sortirait de l'Europe. On reste dans l'Union Européenne, on reste dans l'euro, évidemment. On reste dans l'euro. Okay. Vous savez, l'euro. Et comment on se libère des contraintes alors? L'euro, d'après moi, ça a été une erreur d'y rentrer. Ça nous a coûté très cher. Ce serait une erreur d'en sortir. Et voilà, je pense que ça serait une catastrophe d'en sortir parce. Est-ce qu'il sortirait de l'euro? Eh bien, Zemmour a répondu, je dirais quelque chose qui est dans la version que quitter l'Union européenne ou quitter l'euro, c'est dangereux. Il n'a pas tort d'un certain point de vue. Mais d'un autre point de vue, comment est-ce qu'on peut retrouver de la souveraineté en restant dans l'Europe? Donc là, évidemment, il y a une ambiguïté. En revanche, il n'est pas contre le fait de quitter le commandement de l'OTAN, c'est-à-dire remettre la France dans une autonomie et une liberté en matière de défense, en restant allié, mais ne se soumettant plus au commandement de l'OTAN, qui, je rappelle, est exclusivement américain. Et puis il y a cette affaire du Paris Match. La personne qui organise ces meetings et sa compagne, qui est par ailleurs sa conseillère, et qui le pousse depuis des années. Je ne sais pas si c'est sa compagne. Peu importe. Oui. Voilà. À moi de ne pas descendre je descends d'un degré, je retire et je présente mes excuses. Voilà. Je crois que ce n'est pas officiel ni annoncé, mais bon. Donc j'ai pas dit des bêtises. Bref. Et donc, c'est comme la fille de Mitterrand. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas dire, mais que tout le monde sait, c'est ça? Eh bien, non, écoutez, moi je ne savais pas. Bon, Couverture du Paris Match, où on voit une photo avec Éric Zemmour et sa conseillère en communication. Là, on touche le fond. On touche le fond puisque ça ne dupe personne qu'il s'agit d'un petit règlement de compte entre Lagardère et Bolloré, puisque vous savez que les deux sont en guerre parce que l'un veut racheter l'autre. Et je dirais que c'est la preuve de l'américanisation finalement de la politique française, c'est-à-dire on balance des faits de moralité. C'est pas la première fois. On se souvient de Hollande chopé avec son scooter, se rendre à ses petits rendez-vous chez l'actrice dont le nom m'échappe. Valérie Payet. Non, c'est pas Valérie Payet. Julie Gaillet. Ça y est, je me souviens de son nom. Le problème, c'est que, fondamentalement, j'ai envie de dire, mais chacun fait ce qu'il veut avec son cul. On s'en fout que Zemmour se tape sa conseillère dans la communication. En tant que politicien, s'il se prononce, on n'en a rien à foutre d'où il trempe sa queue. À partir du moment où il fait le boulot. Mais voilà, on a américanisé la politique française. On veut de la personne de bonne moralité. Sauf que le problème, c'est que quand on sait que dans le paysage politique, vous avez des gens qui ont des moralités plutôt douteuses, voire même choquantes, mais que, évidemment, il est tellement plus simple de mettre en avant la mauvaise moralité des gens de droite ou d'extrême droite dans des organismes de presse tenus par la gauche, que de demander à la gauche de faire place nette également dans des milieux où l'on parle très clairement de pédophilie. Et en plus de ça, ce qui est encore plus formidable, c'est que si c'était des organismes de presse de droite ou d'extrême droite, considérés en tant que tels, avaient fait la même chose sur des gens de gauche, alors là, mon Dieu, mais ça serait là tout l'univers intellectuel, bobo parisien gauchiste, se serait évertué, aurait déjà organisé des manifestations contre la haine, contre l'abject. J'ai envie de dire que finalement, plus ça va, plus ça conforte l'idée que Zemmour est bien le caillou dans la chaussure de la campagne présidentielle de 2020. Force est de constater que Zemmour emmerde, que Zemmour fait peur. Et c'est bien connu que quand on a peur, on
on fait parfois un peu tout et n'importe quoi. Au moment où je vous parle, va peut-être débuter, d'ici quelques heures en France, le fameux débat entre Zemmour et Mélenchon. Et pour preuve de cette portion de rageux qu'il y a aujourd'hui dans la sphère bien pensante, surtout parisienne, c'est que certains lui reprochent à Mélenchon de faire ce débat. Alors que bien au contraire, c'est stratégiquement très intelligent. À la seule condition, évidemment, c'est que Mélenchon devra éviter tout cliché. C'est-à-dire que Mélenchon va devoir débattre sur le terrain de Zemmour. Et non pas tomber dans les clichés pour continuer, et encore une fois de plus, l'aborder ou l'attaquer sur des idées qui sont liées à l'islam, à l'immigration, à la souveraineté, tout le tralala. Parce que Mélenchon, je pense qu'il sait pertinemment qu'il a une grosse carte à jouer. En plus de ça, dans les sondages, on ne peut pas dire qu'il soit au top. Donc le fait, s'il réussit à faire un débat honnête contre Zemmour, il peut peut-être gagner des points. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'il tombe dans la facilité. Comme ceux d'ailleurs qui se sont amusés ou cru qu'ils pouvaient débattre contre Zemmour et qui finalement se sont cassés le nez. Cassés le nez parce que, encore une fois, ils n'ont pas voulu débattre avec Zemmour, ils ont voulu se farcir Zemmour. Toute la nuance est là. Donc encore une fois de plus, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est que Zemmour est censuré sur CNews. Certains disent qu'il a été viré, alors qu'en réalité il n'a pas été viré, il a été tout simplement en bon accord quitté l'émission pour laquelle il a en effet été énormément attaqué, tout simplement parce que CNews ne peut pas gérer les restrictions, les astreintes imposées par le CSA. Et c'est ça qui est formidable, c'est que il a sorti son livre. Et, en effet, on peut considérer que les rencontres, les forums, les meetings qu'il a fait pour son livre, ou invités par des organismes, comme d'ailleurs les entretiens de l'été qui ont été organisés par je ne sais plus quel organisme qui organisait ces entretiens, eh bien vous avez des gens qui font des raccourcis. C'est-à-dire que pour eux, ce sont des meetings politiques. Alors, en effet, on ne peut pas négliger le fait que Zemmour profite en effet de la sortie de son livre, de faire des tournées des popotes, etc., pour jauger, pour tester, pour tâter le terrain. Mais ce ne sont pas des meetings politiques à proprement parler. Mais certains experts, certains analystes de médias vous disent Zemmour est en campagne, Zemmour fait meeting. Alors qu'en réalité, non. Pour vous dire la malhonnêteté journalistique, ils vous disent que le 8 octobre prochain, je crois que c'est le 8 octobre, il va faire un super meeting au Palais des Congrès, dans la grande salle de 3700 personnes. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas un meeting, c'est un débat avec Michel Onfray, et ce débat est organisé par le Front Populaire. C'est le Front Populaire qui va louer. Alors, certains vont dire oui, mais c'est une stratégie. En réalité, on le sait, Front Populaire est tout aussi d'extrême droite que. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, cette campagne présidentielle, elle va être rude, violente, barbare, sauvage. Tous les coups vont être permis. La preuve en est, c'est que cette couverture de Paris Match annonce la couleur. Les dossiers sont prêts. Nous avons la primaire, comme je vous l'avais expliqué, des écologistes. Il y a eu sur BFM, je crois, le débat entre les deux finalistes, Jadot et Rousseau. Je
je ne sais pas franchement quels résultats ils vont faire en 2022, mais alors, j'ai jamais vu des gens aussi démagogiques, aussi dans l'utopie absolue. C'est-à-dire qu'en effet, sur la forme, ils sont dans leur rôle d'écologistes. Mais alors sur le fond, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fond. Ils ne sont pas du tout réalistes. C'est-à-dire que si on les écoute, on a l'impression qu'ils sont en train de demander aux Français qu'il va falloir retourner à l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'il va falloir demander aux Français d'accepter d'avoir des coupures électriques. Parce que, évidemment, si on supprime tout le nucléaire, on ne pourra plus produire d'électricité suffisamment pour tout le monde. Les écologistes, de par leur programme, sont en fait les précurseurs, je dirais, du meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'il y aura l'élite, qui aura le bénéfice de tout, et puis les 2/3 du reste de la population, qui n'aura que les miettes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les écologistes, à mon sens, sont en train tout simplement de proposer un programme avec un modèle économique de caste. Tout simplement. Nous avons le gouvernement qui va proposer une extension le 13 octobre prochain, je crois, de la loi d'état d'urgence sanitaire, avec évidemment le pass. Alors, petits assouplissements dans les départements qui seront sur une cote de 50 pour 100 000 en dessous de cette cote, allègement d'un certain nombre de critères et de restrictions sanitaires, mais en revanche, le pass reste en place. Il n'est pas allégé, il n'est pas supprimé. Ah non, mais de toute façon, ils vont vous le garder jusqu'à l'année prochaine. Nous avons aux États-Unis quelque chose d'assez bizarre, étrange. Le Pfizer vient de recevoir l'autorisation de faire une 3e dose pour les personnes immunodéprimées, pour les personnes de plus de 65 ans. Donc, attendez-vous à ce qu'en France, d'ici la fin de l'année, on vous vende évidemment une 3e dose pour les personnes qui ont été vaccinées complètes depuis le début de l'année. Et puis, évidemment, revenons sur cette affaire, ce scandale, où, alors, je vous mets le document là, à l'occasion, je vous mettrai un lien, vous lirez, vous constaterez par vous-même. Oui, la France est devenue une carpette. Très clairement, la France est devenue une carpette. Ce qui est assez amusant, c'est de voir l'éloquence de certains usages, de certains mots, de certains verbes, de certaines structures, pour finalement ne pas dire, la réalité c'est que, de toute façon, les Américains, ils font ce qu'ils veulent, et vous les Français, vous fermez vos gueules. Tout simplement. Alors en revanche, par contre, en effet, on a fait un démenti. On a fait un démenti que non, c'est faux. La France ne cédera pas son siège au Conseil de sécurité permanent. Vous savez qu'il y avait cette idée éventuellement que pour l'Union européenne, qu'on partage ce siège avec l'Allemagne. Puis comme l'Allemagne de toute façon est à la solde des États-Unis, même si la France, pour un événement qui nécessiterait une décision au Conseil de sécurité permanent, si la France dit non, de toute façon l'Allemagne dira oui. Donc il n'y aura pas de consensus, il y aura forcément un moment donné, ça va coincer. Mais bon voilà, on a quand même confirmé, non, la France garde son siège au Conseil permanent de sécurité de l'ONU. Nous avons aussi, alors là, pareil, cette petite chaise tournante diplomatique pour tout simplement dire oui, mais bon, c'est pas grave, vous savez, la France reste partenaire privilégié pour les affaires qui concernent le Pacifique. Un peu mon neveu, parce qu'on a quand même un certain nombre de nos territoires outre-mer et territoires
Oui, dans le Pacifique, nous avons des territoires. C'est non négligeable. Même si, dans un certain point de vue, on cherche évidemment à provoquer de l'autonomisme dans ces territoires. Et puis, que dire de ce que nous avons entendu concernant nos élites humanitaires? On a appris que les responsables, ou pour le moins un staff dirigeant d'un organisme humanitaire qui s'occupe de récupérer des migrants, hein, tout simplement, eh bien, vivent comme des rois, avec de l'argent public, subventionné, bien évidemment. On apprend également que, quelque part, nous avons un petit différend qui semble agacer au plus haut point nos instances. En effet, il y a un petit scandale qui tente d'être un petit peu étouffé, comme vous le savez, pour essayer de pallier au manque de ces personnels de santé que nous avons suspendus parce qu'ils ne sont pas vaccinés et donc ils n'ont pas de passe sanitaire. Nous avons été chercher des gens formés, on va dire, dans le domaine de la santé au Liban. Et en même temps, on a découvert qu'une réforme, ou tout du moins une nouvelle façon de procéder dans les écoles de médecine, met en évidence un écueil, et non des moindres. Un certain nombre de candidats ont été recalés. Ils ont été recalés, non pas parce qu'ils sont nuls, au contraire. Ce sont des bons élèves qui ont de très bons résultats. Sauf que le problème, c'est que pour 72% de l'obtention, eh bien ça passe à un oral. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces étudiants dénoncent que l'oral possédait des sujets qui n'avaient strictement rien à voir avec la médecine. C'était des sujets de bien-pensance. Je vous mettrai en lien une petite vidéo que certains d'entre eux ont fait justement pour dénoncer quelque chose de complètement ubuesque, complètement irréel. C'est comme si, par exemple, pour avoir un diplôme d'architecture, vous passiez un oral qui compte pour près de 60% de la note finale, et qu'à cet oral, on vous propose des sujets de géopolitique. Ce qui n'a strictement rien à voir. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en possession d'un gouvernement, je dirais même plus largement d'une élite, qui vont jusque même dans les universités, qui vont même dans l'enseignement supérieur, appliquer leur projet de destruction. Je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, de toute façon, on le sait qu'il y a énormément de gens qui attendent de pouvoir racheter nos universités pour en faire des universités privées. Pognon, pognon. La déliquescence, la destruction de l'intérieur. C'est exactement comme la police. J'ai quelqu'un d'ailleurs sur un réseau social qui m'a répondu que oui, mais de toute façon la police, elle a sa structure, etc. Elle est l'outil de l'État pour assurer la protection, le maintien de l'ordre, même si malheureusement, de plus en plus, on constate qu'il y a un certain autonomisme au sein de la police, qui s'octroie d'ailleurs presque une comment on appelle ça, une auto-justice interne pour essayer d'échapper à ses responsabilités. Sauf qu'évidemment, je lui ai répondu, en effet,
Sauf que le problème, c'est que si la police est le prolongement et voire le bras armé de l'État, l'État étant en déliquescence, par voie de fait, cette déliquescence contamine le service d'ordre, contamine la police. Donc, de toute façon, c'est du pareil au même. Et enfin, pour terminer, je vais éviter de faire une vidéo trop longue cette fois-ci. Il y a un processus qui est assez intéressant, comme je vous l'avais expliqué, et qui s'accentue de plus en plus en ce moment aux États-Unis. Comme vous le savez, je vous avais dit que Microsoft et Google avaient prévu de repousser la date de réintégration de leurs salariés dans leurs bureaux, dans leurs QG, dans leurs sièges sociaux. Eh bien, malheureusement, force est de constater qu'aux États-Unis, de plus en plus d'entreprises n'ont pas l'intention de faire revenir leurs salariés. Donc on est en droit de se poser la question, est-ce qu'éventuellement, comme je l'avais dit en février 2020, est-ce que finalement les grandes entreprises ne seraient pas au courant de quelque chose? D'une nouvelle pandémie, avec un nouveau variant, plus virulent, et tout le tralala. Alors évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait leur compte, et qui savent qu'aujourd'hui, il est plus avantageux de laisser leurs salariés travailler chez eux, de faire des meetings en Zoom, etc. Sauf qu'évidemment, à terme, ça va poser un problème. C'est que les gens n'auront plus peut-être besoin de rester dans les grands milieux urbains, chers, pollués, avec le trafic, et préféreront peut-être s'expatrier dans des petites villes, dans des campagnes, dans des milieux ruraux. Puisque de toute façon aujourd'hui la 5G, la technologie s'étend de plus en plus et permet d'avoir des bonnes connexions. Sauf que ça évidemment les villes, elles n'aiment pas trop. On a déjà un certain nombre d'articles qui sont sortis sur une désertification de certains quartiers, de certains comtés de grandes métropoles californiennes. On l'a déjà vu à New York, dans certains secteurs, il est de plus en plus difficile de louer. Même si acheter reste encore un marché intéressant au prix de l'immobilier de New York, louer, ça devient problématique. Et en plus de ça, on construit dans quasiment toutes les grandes villes américaines, parce que construire, c'est investir dans de la pierre, comme l'expression française nous l'indique. C'est une façon pour des grandes entreprises de planquer ou de mettre en sécurité des fonds. Sauf que le problème, c'est qu'il faut remplir. Et c'est là que ça pose un souci. On l'a vu à New York aujourd'hui, vous avez une frénésie de construction de buildings d'habitation, essentiellement destinés évidemment à une clientèle de luxe, qui ont les moyens de claquer des dizaines de millions de dollars, voire même des centaines de millions, puisque l'un des fameux immeubles qui a été récemment construit possède des appartements qui se vendent à 120 à 135 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Sauf que le problème, c'est que les promoteurs immobiliers sont confrontés à deux problèmes. Le premier problème, c'est que vous avez beaucoup d'immeubles de bureaux qui sont en train d'être reconvertis en immeubles d'habitation. Donc évidemment, ça fait une offre plus importante. Sauf que le problème, c'est que cette offre, elle ne se fait pas alors qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a une énorme demande à New York. Sauf que c'est une énorme demande sur des loyers quand même modérés, sur des prix à l'immobilier raisonnables. Or, ce qu'ils vendent, évidemment, c'est du luxe. Et comme le luxe, il y a un moment donné où, à part taper des gens des Émirates, du Qatar, d'Arabie Saoudite, etc., qui finalement achètent ça, mais ils passent peut-être 2 ou 3 semaines par an, et le reste du temps, c'est vide, il y a un moment donné où il faut se poser la question.
C'est est-ce qu'on construit des trucs de luxe pour faire du profit et faire maintenir artificiellement le prix du marché élevé, ou est-ce qu'on construit pour satisfaire aux besoins d'habitation, aux besoins de la demande d'habitat pour des New-Yorkais qui travaillent encore à New York. Et ce phénomène-là n'est pas que à New York. Paris est également concerné. Je dirais même que Paris est aussi encore plus concerné du fait de cette maire, Madame Hidalgo, qui, je pense, au niveau d'un certain nombre de Parisiens, d'une certaine classe sociale parisienne, n'est pas en odeur de sainteté. Alors, en plus de ça, ça se présente à la candidature pour la présidentielle de 2022, avec un discours tout aussi démagogique. Très sincèrement, aujourd'hui, qui veut aller habiter à Paris? Tout du moins dans ce qu'on appelle le intramuros. Personne. Alors oui, évidemment, il y a toujours des gens qui vont trouver la vie à Paris c'est génial, c'est super, oui, mais bon, le problème c'est que si vous avez un boulot qui vous donne une bonne rémunération, oui, mais comme partout. En revanche, quand vous n'avez pas un métier ou une qualification qui vous permet de vous taper 3 000 ou 4 000 ou 5 000 euros net par mois, bah, la vie parisienne, ça peut devenir très rapidement un cauchemar. D'où l'intérêt aujourd'hui, c'est que quand vous avez, pour faire tourner toute la petite mécanique des services, des maintenances, des entretiens, c'est essentiellement du personnel qui vient de la périphérie. Si les transports ne suivent plus, et d'ailleurs, on remarquera hein, que le pass sanitaire ne marche pas dans le métro, ni dans le Transilien, je crois. Ouais, non, il n'y a pas de cluster, il n'y a pas de cluster dans le métro. Non. Sauf qu'il y a un moment donné où la condition sociale, la situation économique va empirer. En plus, si on accepte de plus en plus de migrants, les migrants, on ne va pas leur donner des qualifications d'ingénieurs, je suppose. Il y en a qui y arriveront peut-être, mais sur le lot, ça représente quoi, 1 ou 2%. Les autres, on va les cantonner quand même à des métiers sous-qualifiés. Des secteurs qui sont déjà bouchés. Des secteurs qui ont déjà fait du dumping social à outrance. Donc il y a un moment donné où l'idée de dire faut accueillir les migrants parce que c'est une chance pour l'Europe, c'est un renfort économique, c'est bien pour la démographie, etc. Oui, sauf que le problème c'est que si c'est pour les subventionner et leur permettre de vivre aux frais de la princesse, il y a un moment donné où ça va créer des jalousies, ça va créer plus de racisme, forcément, et ça va finir par se taper sur la gueule. Là, le cas de ce fameux quartier à Paris avec le problème du crack, etc., encore une fois, aucune volonté politique, aucun déterminisme à résoudre un problème. On ne fait que déplacer les problèmes. On les déplace physiquement, mais on les déplace aussi idéologiquement. Donc, il suffit d'entendre le discours de Jaco lors du débat avec Rousseau, qui elle aussi, pour se convaincre que ce n'est pas ces gens-là qui vont résoudre les problèmes. Au contraire, ils vont les empirer. Tout ça pour dire que finalement, plus ça va, plus on est en train de se rendre compte qu'on est géré, dirigé, managé par des gens qui sont de plus en plus hors sol. Et quand on laisse des gens hors sol prendre les commandes, en règle générale, ça finit toujours mal. Alors en plus, si on donne des pouvoirs, si on donne de la visibilité à des gens qui n'ont que des idéologies qui ne font que diviser encore plus le peuple français, sur des principes de racialité, de religion, oui, ça va mal finir. Ça va mal finir, ça va finir encore plus mal, surtout quand en plus, politiquement,
idéologiquement, on est confronté à des gens qui sont violents. Des gens qui nous dépeignent une société qui est en réalité le reflet du prisme qu'ils ont sur cette société, mais qui n'est pas le réel. C'est limite ces gens-là, si on les écoute. Nous autres, blancs français de souche, nous sommes les barbares, nous sommes les sauvages, nous sommes les racistes, nous sommes les antisémites. Les autres, c'est les gentils. C'est des gentils qui deviennent violents parce qu'ils sont martyrisés, parce qu'ils sont dénigrés, parce qu'ils sont mis à l'écart, ils sont mis au bord de la société, par les méchants blancs français patriarcal. J'ai envie de dire, à force de tirer sur des ambulances, il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, le sang va commencer à couler. Mais ça, malheureusement, est-ce que ça ne fait pas partie du plan? Est-ce que ça ne fait pas partie, directement ou indirectement, du grand reset? Allez savoir. Et je terminerai sur une attention particulière que je souhaite que vous soyez sensibilisés, c'est sur la disparition de vos distributeurs de billets. C'est le programme qui prévoit la disparition de l'espèce. C'est le programme qui consiste à utiliser le pass sanitaire comme expérience, comme laboratoire, pour ensuite développer d'autres passes, des passes sur lesquels seront incrémentés votre pouvoir d'achat, votre porte-monnaie, votre compte en banque. Et oui. Parce qu'imaginez que si un jour vous dites un mot de trop, imaginez qu'un jour vous ayez des idées qui soient contraires à la bien-pensance. Imaginez que demain vous soyez considéré comme dissident, idéologiquement parlant. Imaginez que demain vous refusiez, parce que vous avez votre fierté, parce que vous avez votre honneur, parce que vous avez vos libertés, vous refusiez de baisser votre froc. Eh bien, on pourra vous couper tout ça. C'est-à-dire qu'on pourra vous oblitérer, on pourra vous faire disparaître du contrat social. Parce que c'est ça que les mondialistes veulent prendre en total pouvoir, c'est le contrat social. Ce fameux contrat social de Rousseau, ce fameux contrat social qui est la base même, qui est le pilier même de la République, qui est le pilier même, je dirais, de toute démocratie sociale. Nous vivons une époque formidable. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on n'aurait jamais imaginé, même dans les pires scénarios, voir, assister, être le témoin, voire peut-être des acteurs de cette actualité bouillonnante. Sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.